Bienvenue sur Expertise AI. Aujourd'hui, nous avons le privilège de plonger dans une entrevue exclusive avec Didier Lombaud, chercheur et formateur, qui nous dévoile les coulisses de l'intelligence artificielle appliquée à la recherche scientifique. Au programme, une réflexion profonde sur l'usage stratégique de l'IA, des outils concrets pour rédiger, analyser et innover, mais surtout, des démonstrations pratiques et spectaculaires des fonctionnalités avancées de ChatGPT et bien plus encore. Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous aborderons également des débats essentiels sur la souveraineté numérique des pays africains, un enjeu crucial pour l'avenir du continent. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de partager autour de vous. Et surtout, laissez en commentaire toutes vos questions ou suggestions que Didier pourrait aborder dans ses prochaines interventions sur notre chaîne. Bonjour ou bonsoir à tous, ça dépend de l'heure que vous allez me suivre. Moi, c'est Didier Lombo. Je suis présentement étudiant PhD en Chine dans Northwest Forestry University dans la ville de Harbin. Je suis dans le département de Wildlife Conservation, mais beaucoup plus dans le Center of Traditional Medicine Ecology Safety. Tu vois, donc au centre de la médecine traditionnelle et de la sécurité écologique. C'est ça. Pendant mon cursus, mon parcours, même si personnellement je parle sur Ebola parce que je suis en train de travailler sur les prédictions de maladies, des zoonoses, c'est-à-dire que des maladies transmissibles par les animaux. Et je vois le cas d'Ebola. C'est vraiment dans ma recherche. Mais dans cette recherche, je devrais écrire des articles et publier ces articles dans des journaux parce que chez nous, it's mandatory, c'est obligatoire, par exemple, de publier ton article dans le Q1 ou dans le Q2 journaux. Tu ne peux pas graduer sans pour autant publier les articles dans les journaux de Q1, at least Q2. Et tu dois avoir des articles dans ces journaux-là et l'impact facto doit être au-delà des 3. Alors, lorsque j'écrivais mes articles, je me suis intéressé à l'intelligence artificielle. Je suis autodidacte et je voudrais savoir comment rédiger un bon travail en utilisant l'intelligence artificielle. Et ça sera les outils de l'intelligence artificielle et comment ça peut nous aider à écrire, c'est-à-dire à rédiger un travail. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est devenue indispensable. Tu ne peux pas dire non, moi je ne vais pas l'utiliser. Non, c'est impossible. Mais nous devons obligatoirement savoir utiliser. Parce que si nous ne savons pas comment utiliser cette intelligence artificielle, ça peut nous rendre un mauvais service au lieu de nous rendre un bon service. Et ça ne va pas remplacer notre capacité intellectuelle de réfléchir. Mais c'est comme un outil qui vient nous aider. Comme à l'époque, nous utilisions Google. Vous voyez? Et Google nous aidait. L'intelligence artificielle, c'est une autre forme de Google, là, un peu développée. Et Google n'avait pas pris notre place. Et l'intelligence artificielle ne prendra jamais la place de l'intelligence humaine. Mais ça peut nous aider à faire ce que nous allons faire. Et pendant toutes ces séances, je vais vraiment parler des outils qui peuvent nous aider à chaque étape de la rédaction d'un article scientifique, la rédaction d'un mémoire, la rédaction d'une thèse. Tout ce que tu veux écrire, l'intelligence artificielle peut t'aider si tu l'utilises en bon médiforme. Alors, souvent, tout ce qui est l'intelligence artificielle, je peux juste te dire que c'est la capacité d'acquérir et d'appliquer des connaissances et des compétences. Et l'intelligence artificielle, c'est aussi un domaine de l'informatique qui vise à créer
de machines capables d'assimiler l'intelligence humaine en apprenant à partir des données et en prenant des décisions. Ici, on dit bien simuler. Ce n'est pas remplacer. Ça simule l'intelligence humaine, mais ça ne remplace pas l'intelligence humaine. Et quelle est la partie la plus difficile de la recherche scientifique? Bon, souvent, j'aime l'interaction et je ne sais pas si parmi les gens avec qui nous sommes, chacun peut dire peut-être la partie qu'il trouve un peu difficile de la recherche scientifique, parce que nous avons plusieurs parties. On a l'introduction, la méthodologie, l'analyse, les résultats. Je ne sais pas quelle partie vraiment vous semble difficile. Si quelqu'un peut-être peut parler. Dans la rédaction du travail, je ne sais pas, vous avez une partie qui vous semble un peu difficile dans la rédaction d'un travail scientifique, mémoire, PhD, n'importe lequel. Même le rapport ici, pas seulement les travaux scientifiques, on peut voir aussi le rapport de réunion. Et au-delà de ça, même nos meetings, je disais même à une personne, même les prédications, aujourd'hui, tu peux prêcher pour le pasteur et consort. Mais malheureusement, ici, aujourd'hui, nous allons juste nous focaliser sur la partie recherche scientifique. Nous avons les différentes parties d'un travail scientifique et nous avons la formulation d'une question de recherche claire et pertinente. On commence d'abord par formuler une question de recherche. Et après ça, lorsqu'on a déjà formulé, on se dit non. Par exemple, moi, je me dis, bon, je travaille sur Ebola, je veux voir quels sont les aspects que je veux voir. Et après ça, je passe. Parce que ici, je suis en train de vous apprendre à travers ce que moi-même je fais. Donc, ça sera ça. Alors, après ça, je vais me dire, bon, je vais m'intéresser à quoi? Oh non, je vais voir les prédictions. Bon, après ça, je dois passer à la revue de la littérature existante sur la prédiction. Je vais maintenant chercher qu'est-ce que les gens ont déjà écrit sur la prédiction. Et pour que je sois moi-même essayer d'être fixé, quoi. Après, je vais passer dans la conception de la méthodologie. Quelle est la méthodologie que je vais utiliser? Je me dis, bon, comme moi, je vais pas aller sur terrain récolter des données, peut-être que je vais récolter des données sur Internet, je vais voir la méthodologie que je vais utiliser. Après la méthodologie, c'est la collecte des données. Lorsque j'ai déjà la méthodologie, je vais maintenant collecter les données. Après avoir collecté les données doivent être analysées. Et après avoir analysé les données, j'aurai les résultats. Donc, j'ai fait l'interprétation des résultats. Après, ça sera maintenant la rédaction de l'article en question ou du mémoire ou de la thèse. Et après, on peut passer à la conclusion et puis essayer de publier. Et comment fonctionnent les outils de l'intelligence artificielle? Les outils de l'intelligence artificielle sont capables d'apprendre à partir de grandes quantités de données et d'effectuer des tâches complexes en imitant certaines capacités de l'intelligence humaine. Juste que l'intelligence artificielle, ce sont juste des données qu'on a essayé de lui donner. C'est à partir de ces données-là que l'intelligence artificielle s'entraîne pour nous fournir ce que nous avons besoin. Donc, c'est vraiment de l'entraînement, quoi. Alors, ici, ici, je vous montre comment ça fonctionne l'intelligence artificielle, comment on lui donne, comment il fonctionne, how it does work. Il y a d'abord la data collection, la première étape. Après la data collection, nous avons la préparation des données. Après la préparation des données, le choix des modèles. Ici, je parle comment l'intelligence artificielle fonctionne. Avant que nous voyions ce que nous sommes en train de voir, avant que tu vois ChatGPT, tu vois Perplexity, avant que tu vois toute intelligence artificielle, voici les étapes. Le gars commence d'abord par collecter les données. Après avoir collecté les données, il doit préparer ces données.
après avoir préparé ces données, c'est le choix du modèle d'entraînement. Qu'est-ce que vous, donc, comment nous allons entraîner ces données? Après, on a l'évaluation. Après l'évaluation, de quoi? Du modèle, si on pense que ce n'est pas suffisant, on a le training, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir si le modèle est capable ou si on doit encore ajouter les données. Après ça, la dernière étape, c'est le déploiement. Nous assistons juste au déploiement de l'intelligence artificielle que nous avons. Après, est-ce que l'intelligence artificielle, d'abord, c'est une notion d'aujourd'hui? Parce que les gens pensent peut-être que non, l'intelligence artificielle est née juste, c'est passé en 2008, en 2018 ou en 2023, ou bien avec ChatGPT. Non, l'intelligence artificielle, c'est depuis longtemps. Et nous l'utilisons même chaque jour. On a commencé à utiliser l'intelligence artificielle chaque jour. Mais il y a eu l'explosion de l'intelligence artificielle. Bon, c'est depuis 1956, ça a commencé dans une conférence d'adultes. Mais l'explosion a eu en 2000, lorsqu'on a été capable d'avoir de grandes machines, de machines puissantes pour faire des calculs. C'est alors qu'on a eu l'explosion de l'intelligence artificielle. Mais en soi, c'est quelque chose. Par exemple, on utilisait déjà des ascenseurs, c'est l'intelligence artificielle. Le téléphone que nous utilisons, c'est de l'intelligence artificielle. Donc, on a commencé déjà à utiliser depuis longtemps, mais ça a eu de l'essor en 2000 et un peu plus en 2018-2020, on a commencé vraiment à parler de l'intelligence artificielle. Les outils du fonctionnement de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup d'outils. Ici, il y en a maintenant des centaines de milliers. Mais ici, on va juste voir l'infirme partie de certains outils que moi-même j'ai utilisés pour m'aider à écrire. À écrire, parce que j'ai déjà publié, et je suis même revieweur d'un journal, Plus One, et tout, je le fais. Les gens qui connaissent Plus One, c'est là où j'ai publié mon premier article. À partir de ces premiers articles, je suis maintenant revieweur. S'il y a des articles de gens qui veulent publier en rapport avec mathématiques d'études, on me l'envoie pour corriger. Est-ce qu'il faut combattre ou bien adopter l'IA? Ça, je pense bien qu'il ne faut pas le combattre, il faut l'adopter. Si tu n'utilises pas l'IA aujourd'hui, l'IA ne va pas remplacer les humains. Mais les personnes qui savent comment utiliser l'IA remplaceront ceux qui ne les utilisent pas. Demain, déjà, deux personnes, l'IA ne va pas remplacer les humains. L'IA va plutôt remplacer ceux qui ne savent pas les utiliser. Bon, ça, c'est le cycle de la recherche scientifique. Il y a d'abord la collection des données, l'analyse des données. Tu écris, tu publies, et puis tu vois l'impact. Ça, l'impact, et puis ta découverte. Bon, souvent, nous, on écrit des thèses et des thèses, surtout, je vais parler beaucoup plus d'Afrique et consort. On ne voit même pas l'impact de notre travail. Il y a beaucoup de travaux qui sont restés dans des placards parce que les travaux ne sont pas appliqués, même si ce sont des découvertes. Il y a certaines découvertes qui sont laissées dans des placards. Alors, la première étape, donc les différentes tâches dans la recherche scientifique, on a la rédaction, la révision, le paraphrasing, la vérification de la grammaire. Bon, ça, ce sont les différents, quand on veut maintenant, les différentes étapes que j'ai citées là, la vérification de la grammaire, l'utilisation et consort, nous avons maintenant certains outils que je vais citer ici. Les autres outils, je ne vais que citer. Les autres, nous allons partir un peu dans la pratique. On a cet outil ici, nous l'utilisons aussi pour le writing, pour écrire les consorts, nous l'utilisons. Bon, moi, je n'utilise pas ça vraiment, mais ça, c'est une information, ça existe. Ça aide aussi à paraphraser. Pour le paraphrasing, tu peux avoir. Bon, je vais essayer d'ouvrir certains outils pour voir. Mais ça, comme je ne l'utilise pas, mais c'est aussi bon. Les autres peuvent l'utiliser. Et voici
ça t'aide à faire le paraphrasing, à écrire tes mails, à écrire les articles, à checker la grammaire et consorts. Nous avons aussi cet outil, WorldTune. Ça aussi, ça fait la même chose. Ça peut lire et résumer, tout écrire, ça peut vérifier la grammaire. Et voilà comment ça se présente, cet outil aussi, peut aussi t'aider, WorldTune. Nous avons Cultbot. Je vais aussi ouvrir ça, c'est parce que c'est ce que j'utilise aussi souvent pour le checking, c'est-à-dire que ça s'appelle encore quoi en français plagiarisme. Pour checker le plagiarisme de l'intelligence artificielle, j'utilise aussi Cultbot. Ça, j'utilise ça souvent. On va voir un peu comment ça fonctionne aussi. Tu peux faire le paraphrasing et consorts. Je vais ouvrir ça. Je vais vous montrer comment ça fonctionne parce que je l'utilise aussi. Il y a aussi Grammarly. Grammarly aussi, c'est aussi un grand outil qui nous aide dans la rédaction de notre travail, dans le paraphrasing, dans la vérification de l'orthographe. Les outils, comme j'avais dit, vous pouvez les utiliser aussi free et aussi, il y a aussi la partie payante. Souvent, le free ne produit pas vraiment beaucoup de choses, mais c'est la partie payante qui est vraiment très bien. Il y a aussi Perplexity. Perplexity, je l'utilise aussi parce que lui te donne même la source, il donne déjà là où il tire. Chez ChatGPT, il faut lui poser la question de source, mais cette fois-ci, avec la version 5, ça donne aussi des sources. Mais avec Perplexity, c'est un peu élevé. Je vais aussi vous montrer quelque chose, comment utiliser Perplexity sans payer. C'est juste d'avoir beaucoup de comptes parce que la version gratuite qu'ils proposent, par exemple, leur version de Deep Research, tu peux utiliser ça 2, 3, 4 fois. Après, ça peut te demander de payer. Mais moi, j'ai juste créé 2, 3, 4 comptes que j'utilise. Si ce compte ici est bloqué pour aujourd'hui, je ne peux plus utiliser Deep Research. Moi, je ne peux plus télécharger les documents dedans. J'ouvre un autre compte. C'est ce que je fais souvent avec Perplexity. Voici Perplexity, juste que je vous montre, parce que moi, je suis dans la biologie aussi, mais nous allons faire quelque chose. Et puis, il y a Gemini. Ah, lui aussi, je l'aime. Gemini, lui, c'est le l'IA de Google. Lui, il est aussi efficace, même si je ne l'utilise pas souvent. Il est efficace pour l'instant avec Nano Banana pour le traitement des images qu'on sorte. Gemini à un autre level. Je l'utilise, mais pas souvent. Ça, c'est mon préféré, ChatGPT. Ça, c'est ce que j'utilise. Le maestro. Ouais, ça, c'est ce que j'utilise vraiment. Et moi, j'utilise la version payante. À 20 ou à 200 $? Non, j'utilise celui de 20 $, pas de 200 $. Ouais, mais on va faire le premier outil que nous allons voir aujourd'hui avec vous, ça sera ChatGPT. Parce que je sais que je maîtrise. Les autres, je vais juste les passer. Mais ChatGPT, vraiment, je vais m'appesantir sur ça. OK. Voilà. Je vais montrer beaucoup. Il y a les outils de check plagiarisme. Le premier outil que moi j'utilise, c'est Cultbot pour checker le plagiarisme des réseaux sociaux. Donc ici, je vais aussi vous donner une anecdote. Je vais vous montrer, même si je vais cacher le nom de ce travail que je venais de corriger. En voyant seulement le travail là, directement, je repérais que c'est ChatGPT qui l'a écrit. Parce que la personne n'a même pas eu le temps d'arranger le travail et qu'on sort. J'ai même écrit ça dans les remarques. Donc, il y a lieu même, celui qui utilise déjà l'intelligence artificielle, sans pour autant même passer par le plagiarisme, moi, je vais déjà voir que ce travail a été généré, même si je ne passe pas par le plagiarisme, parce qu'il y a des signes. L'intelligence artificielle laisse toujours des signes. Même si j'ai un prompt, que je peux peut-être vous donner à la fin de ça, pour utiliser pour que ChatGPT ne puisse plus produire des signes qui montrent que ce travail ici vient de ChatGPT ou ce travail ici vient de Perplexity.
Parce que si tu ne prends pas soin de ça, à l'œil nu, déjà, ça te montre. Et l'outil de check plagiarisme, celui-ci, c'est le maestro. Beaucoup de gens utilisent ça. Ça, c'est le maestro pour le checking de plagiarisme. Je l'utilise aussi. Hein. C'est un peu cher. Je l'utilise beaucoup plus que le bot. C'est la version payante qui est un peu bien. Il y a aussi Just Done. Ça aussi, on peut utiliser pour checker le plagiarisme. Il y a aussi GPT-0. Ça, bon, peut-être qu'on va voir aussi ça. Après ça, il y a la revue de la littérature. Bon, dans les outils de writing, je n'ai pas mis beaucoup, il y en a beaucoup. DeepSeek pour nous ici en Chine. Et il y a aussi l'autre là, l'intelligence artificielle des Français là. Mistral. Pascal, ouais. Mistral. Ouais, je n'utilise pas vraiment, c'est pas vraiment puissant. Il y a aussi convenience pour les Anglais. La revue de la littérature. Avec la revue de la littérature, ici aujourd'hui, les gens écrivent beaucoup. Tu vas voir quelqu'un qui te publie 10 articles dans 2 mois. Il a utilisé l'intelligence artificielle pour la revue de la littérature. Tu peux utiliser ChatPDF. Ces outils t'aident. Tu peux mettre 50 PDF, 50 articles au même moment. Tu lui poses toutes les questions. Allez, extrais-moi telle donnée. Il t'extrait des données même avec des tableaux. Et ça peut même t'aider. Aujourd'hui, tu n'es pas parti sur le terrain. Sur base de ce que les gens ont fait avant, toi, tu prends ça, tu écris un article complet. Et si tu prends juste, tu ajoutes juste de la prédiction, ça devient un article même publié dans des journaux à impact facto, plus de 10. Et les gens utilisent. Ça, c'est bien pour la revue de la littérature, si tu veux utiliser la revue de la littérature. On a chat PDF. Ici, bon, comme on montre ici, tu peux insérer même 50 PDF. Chose que ChatGPT ne peut pas le faire parce que ChatGPT se limite à 9 PDF. Tu ne peux pas mettre plus de 10 documents à la fois. Mais avec ChatPDF, tu peux aller jusqu'à 50 PDF à la fois et tu poses des questions pour avoir des données, qu'on sorte des résumés qui peut t'aider à écrire ton propre article par rapport à ce que les gens ont déjà écrit. Ah bon, ça c'est comment ça je vous montre comment ça se présente. Nous avons aussi Papadigect. Ça, c'est ce que j'utilise aussi. Ça, c'est aussi très fort pour la revue de la littérature. Tu peux utiliser ceci et pour la même cause. C'est comme ça que ça se présente. Bon, on passe un peu. Bon, il y a aussi Jenny AI. Bon, Jenny aussi est très bon. Il fonctionne comme Perplexity, mais bon, je n'utilise pas souvent. Et bon, je ne vous dis pas d'utiliser l'intelligence artificielle que moi j'utilise. Vous pouvez rester dans votre intelligence. Mais ici, dans la pratique, je vais vous montrer des tactiques de prompt. Ce n'est pas seulement mettre ce ChatGPT. Vous pouvez mettre ça sur n'importe quelle intelligence artificielle pour avoir de très bons résultats. Il y a Paperpod. Ça aussi, j'utilise ça, mais pas souvent. Tout ça, c'est sur la revue de la littérature, vous pouvez utiliser tout ça. C'est comme ça que ça se présente. Et puis, il y a la présentation. C'est-à-dire que si vous avez déjà fini, vous voulez faire votre PPT, PowerPoint, oui. Ouais, vous voulez faire votre PPT, il y a des tools qu'on utilise pour le PPT. Il y a Gramma App, oui, c'est aussi le maître. Beaucoup de gens l'utilisent. C'est la version payante qui est très bonne. La version gratuite, lui, ne donne que quelque chose d'un peu, mais la version payante, elle est trop bonne. Ici, il y a deux façons de l'utiliser. La première façon, tu peux juste lui donner le sujet, lui-même te génère la présentation. Et soit tu lui donnes ton papier, lui-même te génère la présentation. C'est pourquoi moi, souvent avec mon enseignant peut avoir quoi demain. Il peut avoir une conférence demain. Il m'appelle, hey, Didier, d'où fournir En tout cas, il sait que c'est très facile. Je vais juste prendre son article ou quelque chose qu'il devait présenter. Moi, j'utilise Napkin.
n'utilise pas Grammarly. Napkin, jusqu'à présent, c'est encore gratuit. Ça aussi, on va essayer de voir la pratique de Napkin. Bon, il y a aussi Canva. Canva, lui, c'est le best. Lui, en tout cas, respect. Lui, il dépasse même Napkin que j'ai dit. Bon, souvent, c'est la version payante. Mais il y a quand même une petite version au niveau de ChatGPT, mais c'est juste petit, ça ne prend pas vraiment. Mais il faut avoir la version payante de ChatGPT pour essayer de mixer avec Canva. Bon, il y a les IA génératifs. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de savoir coder, le coding. Tu n'as même plus besoin d'apprendre le coding pour coder. Les IA génératifs qui font de code, c'est beaucoup. Hein? Moi, par exemple, on utilise Manus. Je n'ai pas mentionné ça ici. Manus AI pour les agents AI. On ne va pas parler des agents AI aujourd'hui parce qu'on est vraiment allé sur un sujet. Mais peut-être prochainement, on peut parler parce que aujourd'hui, moi, je fais créer des agents. Je ne connais pas coder, je ne connais rien. Je connais juste les prompter. Si je peux dire, je connais juste le prompt qui peut m'aider à créer des agents, qui peut m'aider à coder. Et tu peux le faire avec ChatGPT, avec des mini. Mais ce n'est pas vraiment ChatGPT des mini fait aussi le coding. Mais il y a vraiment des plateformes. Peut-être après ici, je vais envoyer le PPT et vous envoyer un petit document là où j'ai tout énuméré. Il y a beaucoup de plateformes pour chacun. Ici, j'ai juste pris un ou deux. Et avec Python, moi, je connais Python petit, mais avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, tu n'as même pas besoin d'étudier Python en profondeur. Parce que déjà, l'intelligence artificielle va te générer des codes. Comme par exemple, moi, personnellement, j'utilise R. Et des fois, lorsque j'utilise, parce que ChatGPT a Python Insight. Mais quand tu fais des analyses avec ChatGPT, parce que ChatGPT fait aussi des analyses. Quand tu fais des analyses de tes données avec ChatGPT, lui le fait directement avec Python. Mais là, moi, je doute souvent de ce qu'il donne. Alors, ce que moi je fais, je travaille avec R. Lorsque je suis en train de faire les analyses, parce que par exemple, pour moi, mes données ne peuvent pas entrer sur ChatGPT. Moi, j'utilise des données qui pèsent jusqu'à 9 gigas et ça ne peut pas entrer sur ChatGPT. Maintenant, j'utilise juste ChatGPT pour me produire des scripts à chaque étape. Vous savez, avant, c'était, il faut que tu connaisses vraiment R, tu maîtrises les scripts. Tu vois, tu maîtrises les scripts. Je vais vous montrer ça. Qu'est-ce que tu vas faire et consorts. Mais aujourd'hui, tu n'as pas besoin de mettre en tête les scripts et consorts. Tu n'en as plus besoin. À chaque étape, tu vas sur ChatGPT, tu tapes, par exemple, moi, lorsque j'ai fait la prédiction, je sais, mais il faut avoir juste de petites notions de R, savoir comment faire appel aux données, consorts. Tout ce qui reste, l'intelligence artificielle te génère des scripts. Et c'est un peu plus facile, je suis tellement à l'aise. Si ce script-là ne va pas, je lui dis, mais tu m'as donné ce script ici ne va pas, voici mon problème. Et il te génère ça. Tu n'as plus besoin d'apprendre, je ne sais pas moi, R à quel niveau, non, non, non. Facile. Et ça fait gagner du temps. Parce que avant, quand on travaillait sur R, si tu es bloqué quelque part, tu peux même passer 2, 3, 4 heures du temps sans pour autant tu déniches où tu es bloqué. Parce que R, même Python, ce sont des langages qui respectent leur cible. Si là où il fallait mettre point, toi tu mets virgule, c'est tout. Ça ne te donnera pas un résultat. Maintenant, si tu as un script qui est comme ça, parce qu'il y a des scripts qu'il faut écrire comme ça, et tu peux même te mettre pendant 2 heures ou 3 heures du temps, tu ne vois même pas là où tu as fait la faute. Mais avec l'intelligence artificielle, ça te génère des scripts facilement et tu continues. Il y a aussi l'avantage de l'intelligence artificielle, c'est rapide, vaste, et c'est le méga intelligence. Et puis il y a ceux qui sont free, et puis il y a ceux qui sont payants. Et je peux dire que l'intelligence artificielle, comme j'avais dit, ne remplace pas l'intelligence humaine. Et bon, ici, je me suis limité juste à quelques données, à quelques applications, mais il y en a beaucoup. Et puis, l'intelligence artificielle aujourd'hui est appliquée dans tout le domaine.
Alors, je me limite là. S'il y a certaines questions, on peut voir, on peut prendre, et après on passe à la pratique de quelques intelligences artificielles que j'avais citées là-bas. Dans des questions ici. Merci beaucoup, cher Didier, pour cette présentation magistrale de qualité. Tu nous as vraiment rafraîchi les connaissances sur l'ABC de la recherche scientifique. Tu nous as aussi cheminé dans l'histoire de l'intelligence artificielle et puis son fonctionnement, les étapes de la recherche scientifique. Tu nous as présenté une panoplie d'outils pour écrire, pour paraphraser, pour vérifier le plagiat, autant payant que gratuit. Et merci beaucoup pour cette présentation. Maintenant, j'invite ceux qui sont avec nous à poser leurs questions s'il y en a, avant que tu passes à des pratiques et avant que je puisse approfondir des questions que j'avais prévues pour aujourd'hui. Donc, on ouvre l'espace aux questions du public. Je vois qu'il y a mon ami Gervais qui est là. On voit Mamadou qui est là. On voit Docteur Kanda qui est là. Sentez-vous libre de parler. Donc, on est entre nous, en famille. Donc, posez vos questions si vous en avez. Et Didier est disponible pour ça. Ouvrez tout simplement le micro et puis posez. Commençons par Annie qui a levé la main. Annie, vas-y. Annie, à toi la parole. Ton micro est fermé. Ok, bonjour, bonjour. Excusez-moi, je suis arrivé en retard, mais j'ai eu un petit souci parce que j'ai pas bien suivi en ce qui concerne plagiarisme. J'ai pas bien compris parce que bon, pour moi, plagiarisme, c'est plagiat. Je ne sais pas si c'est. J'ai pas bien compris ça. Merci. Ok, à toi la parole, Didier. Ok, merci bien pour la question. L'exposé l'exposé a été fait en anglais. Souvent, j'ai essayé juste d'adapter cela. Il y a même d'autres parties. Oui, c'est vrai, plagiarisme, c'est le plagiat, comme tu viens de dire. Ici, j'avais présenté les outils qui aident à détecter le plagiarisme de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, tu as fait ton travail, cet outil aide à détecter le plagiarisme pour dire que ce travail ici a été fait à 50% ou à 100% avec l'intelligence artificielle. Mais aussi, il y a des outils pour humaniser. Peut-être que je ne vais pas parler de ça, je vais essayer de parler de ça. C'est-à-dire que si tu as déjà ton travail qui a été fait par l'intelligence artificielle, tu peux humaniser ça à tel enseigne que même si une personne met ce travail dans un outil de checking de plagiarisme, le travail va dire que ça a été fait par l'humain. Et pourtant, il y a une partie que tu as pris, par exemple, chez l'intelligence artificielle. Donc, il y a ces outils-là de checking de plagiarisme. Et comme moi, par exemple, je paye ces outils, dès qu'on me donne un travail, je check d'abord. Si à l'œil nu, je ne vois pas la contribution de l'intelligence artificielle, je vais maintenant checker pour voir si la personne a fait elle-même son travail ou bien la personne a utilisé l'intelligence artificielle. Il y a d'autres outils de plagiat, non pas de l'intelligence artificielle, mais le plagiarisme, si tu as plagié un autre auteur et consort, ça existe aujourd'hui. Mais comme les gens utilisent trop l'intelligence artificielle, il y a maintenant des outils pour checker, mais il y a aussi des outils contre-check, c'est-à-dire qui est humanisé. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Une autre question du public, s'il y en a? Annie a cassé la glace, donc ne soyez pas gênés. Sinon, je vais vous nommer encore. Gervais Chondo. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas bien compris? Docteur Kanda. Je suis là pour vous écouter. Ok, c'est aussi bien. Mm. C'est déjà bon. Il y a Alka qui a levé la main. Alka, à toi la parole. Mon ami Alka. Oui, donc bonjour à tous. Merci Ferdinand et Didier, merci pour la présentation. Alors,
J'ai bien compris que là, la présentation elle a été faite dans le cadre de la recherche scientifique, ce qui est très, très important, effectivement. Alors, moi, ma question, elle serait, je ne sais pas si tu peux dire un mot par rapport à l'utilisation de l'IA dans la productivité. Je prends le cas d'une entreprise, quoi. Quels conseils tu donnes, quelles pistes tu donnes ou outils en termes d'utilisation pour optimiser nos processus, notre production, ou tout simplement, je vais donner un exemple tout simple. J'ai un article à publier sur LinkedIn, par exemple, ou sur Facebook, comme le font la plupart de nos compatriotes. Comment je m'y prends? Merci bien. Ça, c'est une très bonne question, mais peut-être ça peut faire appel à plutôt à une autre session. Parce que Mhm, je peux vous montrer beaucoup d'outils. Vous pouvez créer votre propre agent AI. Je vais aussi montrer ça ici sur ChatGPT. Il y a aussi ChatGPT à ce qu'on appelle Task. Il y a quelque part, il y a Task. Ce Task-là te permet, par exemple, comme un outil quoi. Si tu as ChatGPT, par exemple, sur mon Facebook, parce qu'il y a lieu de relier, par exemple, ton Facebook, ton TikTok, ton quoi, ChatGPT et ton adresse email. Par exemple, sur mon Facebook, chaque jour à 10 heures, tu vas publier ceci, mais tu vas le varier en faisant ça, en faisant ça. Tu dors ou tu ne dors pas, ChatGPT te publie. Tu vois un peu. Il y a aussi des agents, j'avais parlé des agents IA. Tu peux créer des agents IA qui vont t'aider à essayer même à répondre aux clients. Tu es là où tu n'es pas là. Parce que les agents IA, par exemple, moi, bon, peut-être que je ne veux pas parler beaucoup de ça ici. Euh, sur mon WhatsApp, pour le moment, il n'y en a pas. C'est-à-dire, je vais entraîner. Toi-même, tu crées ton propre agent IA. Tu vas l'entraîner, tu vas lui donner toutes tes données. La façon dont tu réponds aux gens sur WhatsApp. Tu peux même le catégoriser pour dire, voici comment je réponds à mes amis. Voici comment je réponds à ma famille. Voici comment je réponds, par exemple, aux clients et consorts. Une fois tu entraînes ton agent IA, que tu sois là ou pas, même s'il y a des abréviations, tu peux même par exemple, je sais que ça, c'est mon ami. Lorsque nous parlons, nous abrévions souvent des choses. Mon agent va parler avec mon ami comme si c'était moi. Parce que je l'ai déjà entraîné. Pour augmenter la productivité de l'entreprise, c'est ça. Dans le marketing, peut-être qu'on peut avoir une session sur les outils de l'IA dans le marketing. Tu peux même prendre tous quoi, tes réseaux sociaux, tu le mets dans un même site. Quand tu publies sur TikTok la même vidéo, je veux même aller plus loin. Comment générer des vidéos qui vont attirer les gens des réseaux sociaux pour les publications, pour avoir beaucoup de vues et consorts. Tout ça, bon, moi je suis certes autodidacte. Tout ça, je l'ai appris, je peux aussi apprendre aux gens. Mais il faut faire attention, surtout dans une entreprise, si vous êtes d'abord dans vos données sont confidentielles. Il faut mettre une charte d'utilisation de l'outil de l'intelligence artificielle chez les travailleurs, si tu es chef d'entreprise. Pourquoi? Parce que le même données que nous donnons, par exemple, à ChatGPT, il s'entraîne sur même le données, nos données à nous. Et c'est un danger. Pourquoi? Par exemple, moi aussi, je vais faire la même chose que toi. Tu vois un peu? Et ChatGPT s'est déjà entraîné avec les données de tes entreprises, de ton entreprise, parce que tout ce que nous entrons dans l'intelligence artificielle, lui s'entraîne sur ça. Et moi, si je veux faire quelque chose comme toi, ChatGPT peut s'entraîner sur même tes données à toi pour améliorer la même chose que toi tu fais, mais améliorer ça mais par rapport à tes données. Donc, nos données ne sont pas vraiment en sécurité sur tous les données de l'entreprise. Il faut savoir avoir une charte. Peut-être qu'on peut faire ça après une autre séance pour que même tes agents savent comment utiliser les données de l'entreprise, donc savent comment utiliser l'intelligence artificielle avec les données de l'entreprise. Je pense que c'est une parenthèse, ce n'est pas vraiment l'objectif aujourd'hui. Mais si on peut organiser une séance sur ça, je peux parler de la stratégie marketing avec l'intelligence artificielle
comment générer le vidéo qui peut attirer comme ça. J'avais parlé des nano bananes ici et j'avais parlé aussi des Manus AI, tu vois un peu. Et il y a aussi Grok, Grok et surtout avec la nouvelle version du Grok 4. Grok, lui, c'est l'intelligence artificielle d'Elon Musk. Bon, lui ne fonctionne que sur X, mais c'est aussi très performant sur la création des vidéos et consorts. Je ne sais pas comment le limiter. Il y a aussi de l'intelligence artificielle pour une photo pour la publicité marketing. Tu n'as pas besoin de payer le montage et consorts. Tu peux tout générer sur l'intelligence artificielle. C'est bon, mais je pense que c'est toute une séance qu'on peut avoir peut-être sur ça. Mais en gros, c'est ce que je peux dire. Ok, merci. Alcas, tu es satisfait ou bien tu as quelque chose à ajouter? Parce que toi aussi, tu es un expert du domaine. Non, non, pour le moment, c'est bon, c'est bon. OK. OK, le micro. OK, je vois Dr Kanda qui a la main levée. À toi la parole, Dr Kanda. Et puis dites d'où vous parlez, parce que Didier est en Chine. Dites aussi où vous êtes. Je sais que Alka est à Montréal avec moi. Et Annie est à Kinshasa. Et Gervais est dans la région de Washington, D.C. Ok, c'est bon. Je vais aller beaucoup plus sur ChatGPT directement et essayer de montrer certaines choses, comment je l'utilise. Après, je vais passer sur Napkin et on va voir les autres. Je pense que vous voyez mon écran Oui. ChatGPT. Moi, j'ai la version payante. Et dans la version payante, vous pouvez voir la version, il y a automatique, il y a instant, il y a picking. Et puis, il y a certaines personnes aujourd'hui qui préfèrent aussi utiliser encore la version ChatGPT 4. Alors, ce que je vais commencer ici à paramétrer mon ChatGPT parce que l'intelligence artificielle est faite pour nous satisfaire. C'est-à-dire que, il y a un terme là en français. L'intelligence artificielle est capable de créer une réponse s'il ne connaît pas quelque chose. Mais il faut le paramétrer. Par exemple, parce que c'est là où je commence. Moi, je vais poser une question bête à ChatGPT. Parce que j'ai désactivé le paramétrage. Je vais lui dire, par exemple, est-ce que tu connais le papa de Didier Lombo? Moi, je lui pose la question, est-ce qu'il connaît mon père? On va voir ce qu'il va dire. Et puis, je vais vous montrer lorsque j'ai paramétré. Je n'ai pas trouvé d'informations publiques fiables sur qui est le père de Didier Lombo ou sur Didier Lombo, particulièrement notoires qui permettront de confirmer son identité. Si tu veux, je peux creuser davantage. Tu vois, il ne connaît pas quelque chose, il va creuser davantage. Si tu commences à lui poser des questions, il va pouvoir te donner une mauvaise réponse. Parce que son objectif, il est fait pour satisfaire. Donc, lui, quand il voit qu'il n'est pas encore satisfait, il va commencer à te citer, oh, est-ce que je peux creuser? Et si tu vas pour creuser, il va te créer, il va simuler une réponse. Alors, pour éviter ça, lorsque vous utilisez, il faut aller paramétrer d'abord votre ChatGPT. Vous allez dans le paramètre setting et attendez, je pense que vous voyez mon paramètre ici. Bon, la langue, pour moi, je l'ai mis, bon, je le mets en français pour les personnes de la cause. Ok, je mets en français. Pardon. Bon, j'ai remis pour besoin de la cause. Attends, je vais le prendre. Hein. Monsieur Didier, sans te perdre,
Je pense que le docteur Kanda a résolu son problème de micro et il est prêt à poser la question. On lui donne la parole. Ok, il peut alors poser sa question en Ok, attendant vas-y, que docteur Kanda. Bonjour à tous, c'est Docteur Kanda. Je pense que vous m'entendez. Oui, oui, vous êtes dans quelle ville? Je suis à Kinshasa, bien sûr. Voilà, Ok. je suis à Kinshasa. Mhm. Euh, je suis très intéressé par cette conférence, cette formation. Et en tant que médecin, effectivement, mes questions ne pourront tourner que sur ce domaine. Mhm. Et beaucoup plus, je remercie d'abord le conférencier, Monsieur Didier, pour cet exposé. Je voudrais savoir, parce que quand on utilise ChatGPT pour poser des questions, mais à de moment, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup plus de billets d'erreurs dans sa réponse, même si vous essayez de le mettre dans le contexte comme il le faudra. Il y a toujours un tout petit peu, quand tu vas vérifier deux ou trois sources, tu constates qu'il y a peut-être de petites erreurs. Alors, j'aimerais savoir s'il y a un moyen, par exemple, parce que j'ai essayé de voir ça même avec la version payante et sous un mode approfondi. Quand vous demandez quelque chose avec des références, vous essayez de suivre cette référence que l'IA vous donne. Vous trouvez que même la page qui est indiquée, c'est la page qui vous a été indiquée pour aller trouver cette réponse, vous ne trouvez pas exactement comme ça a été donné. Et ça donne d'abord une frustration et une peur par rapport à l'article que vous voulez, par exemple, publier. Et là, je voudrais poser des questions pour savoir. D'abord, moi, je reste seulement avec le gold standard qui est ChatGPT. Les autres, voilà, viendront après. Avec ChatGPT, est-ce qu'il est possible de s'assurer que maintenant la réponse que j'ai réussie, elle est la plus authentique que je dois maintenant considérer ou pas? Merci bien pour la question. Et c'était même ce que j'étais en train de résoudre ici. Il faut essayer de paramétrer ton chat GPT. Je vais paramétrer ici, tu vas voir. La première des choses, il faut essayer de paramétrer. Donc, il faut essayer de lui dire que si tu ne connais pas quelque chose, dis que tu ne connais pas. Donc, tu Ok, vas, tu paramètres comme ça. Tu lui dis si tu ne comprends. Et puis, comme tu es médecin, tu vas d'abord commencer par dire que moi, je suis médecin, je fais dans ça, ça. Ça, tu mets ça dans le paramètre. Je fais dans ça, 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 ça. Non, si tu ne connais pas quelque chose, dis tu ne connais pas. Ne réponds pas pour me satisfaire. Si tu as déjà paramétré comme ça, à chaque fois, il va commencer à te dire que je ne connais pas Olivier, parce que je vais même poser une question ici. Est-ce que tu connais le papa de Didier? Au lieu de dire juste qu'il ne connaît pas, tu commences à me dire oh non, laisse-moi le temps, je vais essayer de creuser comme ça. À chaque fois, si tu lui laisses le temps, tu lui dis de creuser, il part te tourner, il part te chercher une mauvaise réponse. Comme tu as dit là, tu vas même, tu cliques même sur le lien, mais si tu dis ça, c'est pas ça. Parce que uniquement ChatGPT, l'intelligence artificielle est faite normalement pour nous satisfaire. Alors, il faut paramétrer ça, c'est un. Et puis de deux, même si tu as paramétré, tu peux toujours retrouver certaines erreurs. Comme moi, je mélange, tu vois un peu, et j'utilise Perplexity et j'utilise aussi Gemini au même moment pour vérifier vraiment, être sûr que ce que ChatGPT m'a donné, c'est comme ça. Parce que si vous vous limitez seulement là-bas, en tout cas, ça risque de vous désorienter. Et puis de trois, il faut avoir de bons prompts. Je vais essayer de vous envoyer quelques prompts ici à la fin. Dès que vous mettez ce prompt-là, ChatGPT va commencer, ou bien l'intelligence artificielle va commencer à te répondre par ordre. Et très bien. Je vais vous envoyer certains prompts. Lorsque vous avez une question, vous écrivez votre question, vous mettez ce prompt-là, alors vous n'allez pas éparpiller sa façon de réfléchir qui sera très bien précis. Et aussi, lorsque tu veux avoir une réponse ici, même si tu as déjà paramétré ton sort, il faut toujours dire à ChatGPT, comporte-toi par exemple comme un expert en pédiatrie. Parce que tu es en train de poser une question sur la pédiatrie. La première des choses, il faut lui dire que tu dois te comporter comme, tu dois lui donner les avis des experts en pédiatrie sur telle question. Ça diminue le champ
des recherches de ChatGPT, il ne va pas aller chercher partout, il va se limiter sur les avis des experts en pédiatrie sur la question que tu as posée et ça a beaucoup plus de valeur que juste de lui poser telle question. Il faut toujours attribuer un rôle à l'intelligence artificielle. Lorsque vous l'attribuez un rôle, ça va l'aider à bien vous répondre. C'était ça la réponse à la Merci Je beaucoup. peux, je J'espère peux, que Dr. Khan est satisfait. je suis satisfait, mais j'ai une sous-question encore. Je OK, peux poser? allez-y. Voilà. Euh, le grand problème également que l'on constate avec ces modèles générateurs, c'est que la plupart de ces outils sont entraînés avec les données occidentales. Mhm, Par exemple, je peux mettre effectivement ChatGPT dans le contexte d'un médecin, mais quand il va exploiter les données, ils vont exploiter les données sur base de ce qu'on lui avait donné. Je ne pense pas. Bon, je pense que chaque, euh, chaque pays a ses ressources, ses données et ses spécificités. Par exemple, chez le blanc, il y a certaines pathologies qui sont facilement détectables. Même si on veut utiliser d'autres logiciels pour poser les diagnostics, par exemple en dermatologie et les autres, il y a des outils qu'on peut utiliser bien sûr. Mais le même outil, si on utilise pour poser ces diagnostics au Congo, et poser les diagnostics, par exemple, en France, où les données sont disponibles et les outils sont mis à jour régulièrement, je pense que ça donne un peu des erreurs dans l'interprétation. Moi, je pensais que la question que je voudrais vous poser, vous qui êtes peut-être euh, bien avancé dans ces domaines, il n'y a pas une politique que vous pouvez proposer aux Africains, donc aux dirigeants africains, de pouvoir entraîner et créer nos outils propres, nos agents propres d'IA qui peuvent être aussi capables de répondre compte tenu de réalité de nos milieux. Parce que tu peux, par exemple, je donne un exemple, vous donnez au prompt pour qu'on te génère une image et vous verrez que les images, dans la majorité des cas, on va plus prendre les images que des blancs de pays développés. Et ce sont ces modèles-là qu'on va vous proposer. Si vous essayez de le mettre dans le contexte, je suis en RDC. Par exemple, hier, j'étais en train de travailler sur un petit projet. Euh, j'ai soumis une demande c'était avec Google AI Studio. J'ai posé des questions pour qu'on me génère des 8 secondes pour gérer, digitaliser le système de la sécurité de Kinshasa. Quand on m'a généré les images, effectivement, on a montré les drones et tout ça, mais les images qu'on m'a montrées, ce ne sont pas les images de Kinshasa actuellement. C'est les images de l'ancien Kinshasa. Et ce qui ne présage pas la réalité actuelle de ce que je veux faire. Ça montre que peut-être que nous sommes en 2002, alors que nous sommes déjà en 2022. Il y a déjà de nouvelles constructions et trucs. Donc, nos modèles, nous n'avons pas vraiment de données déjà surentraînées pour nous permettre d'avoir aussi ce que nous recherchons correctement. Je ne sais pas si vous n'avez pas quand même de plaidoyer à mener dans ce sens-là. En tout cas, vous avez complètement, totalement raison. J'espère qu'avec Ferdinand, nous étions au Congo, à Kinshasa, au mois de mai, pour une grande conférence sur l'IA et beaucoup de questions ont été posées autour de ça. Et moi, personnellement, je suis en train d'ouvrir une clinique juridique pour essayer d'adapter le droit à nous, c'est-à-dire avoir des applications qui sont adaptées, par exemple, à la République démocratique du Congo. Nous avons, par exemple, des jurisprudences. Il y a eu des cas de jurisprudence au Congo.
Mais ChatGPT n'a pas ces données-là. Mais ce n'est pas un petit travail comme ça. Parce que beaucoup de... C'est-à-dire qu'il faut aller dans des tribunaux, dans des quoi, récolter une masse de données pour essayer de les entraîner et essayer d'améliorer. Mais on peut dire, par exemple, la politique du Congo sur l'intelligence artificielle. Nous n'avons aucune politique. Parce que les individus comme ça, le faire, c'est très difficile. Tu ne peux pas entraîner un IA avec juste des images ou des données venant par exemple de Kinshasa seulement, parce que vous êtes médecin de Kinshasa. Ça n'a pas de sens, parce que lorsque la personne de Kisangani voudra poser, ça va lui donner les histoires de Kinshasa. Alors, il faut avoir beaucoup de données et ça demande un peu d'argent. Ce n'est pas que nous, on va essayer de faire des plaidoyers ici. Non. OK. Et ils le font par rapport à... Et puis nous, beaucoup de nos histoires ne sont pas digitalisées. Nos services ne sont pas digitalisés. Ici, les services sont digitalisés. Les histoires entrent directement sur Internet. On peut les avoir directement et les entraîner. Mais chez nous, c'est très difficile. Vous avez raison, nous avons le même problème. Moi-même, j'ai ce même problème-là. Si tu ne réfléchis pas, si tu te donnes seulement ce que l'outil te donne, lui te donne les réalités de la France. Il te donne des histoires, mais ce n'est pas ce qui est adapté au Congo et ce que tu es en train de faire. C'est vraiment difficile. Ça peut être notre plaidoyer à nous tous, même à toi et qu'on sort dans le domaine médical. Qu'est-ce que nous devons faire? Pourquoi le gouvernement ne nous soutient pas pour faire ceci, pour faire cela? Parce que la réponse des données, ce n'est pas un travail mince. Hein. Nous avons beaucoup de données au pays. Je te donne un exemple. Et même nos données à nous sont même déjà vendues. Moi, je travaille sur Ebola. Je fais les prédictions sur Ebola. J'avais besoin de données, beaucoup de données sur Ebola. Je contacte l'IRM, le centre. On me donne le contact. À cette époque-là, c'était... J'oublie le nom du docteur qui était pas d'abord Mouyembe. Il y avait un autre prof là de l'unité. On me donne son nom. On me donne. J'écris au prof, j'ai besoin de telle donnée pour ma thèse et pour faire ça et consorts. La réponse, j'ai même le mail jusqu'aujourd'hui. Il dit, nos données ont déjà été achetées par un laboratoire aux États-Unis. C'est la propriété de nos données à nous, mais c'est déjà une propriété d'un laboratoire aux États-Unis. Donc, on ne peut pas me fournir ces données-là. Et tu vois que pour le Congo, il n'y a rien qui est écrit sur le Congo. Mais là, ce sont eux qui sont des experts pour les questions congolaises. Les gens qui ne sont même pas au Congo, mais ce sont des experts pour les questions congolaises. Parce que ce sont eux qui mettent de l'argent pour récolter ces données. Et puis ces données les appartiennent. Et je suis congolais, mais je n'ai pas eu ces données. Même eux-mêmes là-bas, ils n'ont pas le droit d'écrire des articles et consorts par rapport aux données qu'ils sont en train de récolter. Voilà moi le problème. Chez nous, vraiment, la recherche vient. Il n'y a aucune politique et ça nous met dans des problèmes sérieux pour le traitement des données et pour avoir vraiment des choses fiables adaptées à notre pays. Merci pour cette réponse et ça soulève la question de souveraineté numérique. Et prochainement, je vais inviter un expert en souveraineté numérique pour nous parler de ça aussi. Et je redonne la parole à Alka pour compléter ce que tu viens de dire sur les données. Oui, effectivement. Merci Didier d'avoir apporté cet éclairage. Hein. Alors, docteur Edouard Kanda, je vais vous donner un exemple concret de ce que vous avez mentionné. Je prends le cas des données géographiques de la RDC, qui sont des données qui appartiennent au pays, mais malheureusement, aujourd'hui, comme le disait Didier, qui sont détenues par plusieurs acteurs, la MONUSCO, le regroupement des ONG dans l'humanitaire, le PNUD, ainsi de suite. Il y a deux niveaux de responsabilité. Je vais prendre un exemple qui vous concerne, vous médecins directement, le découpage sanitaire de la RDC. Ce sont des données qui doivent être à disposition au ministère de la Santé. Mais ces données, je vous mets à défi d'aller au ministère de la Santé, vous n'allez pas les trouver. Elles sont sur un site onusien, HDX, qui est une espèce de tableau de bord qui regroupe tous ces indicateurs ainsi que le découpage, en termes techniques, le découpage des shapefiles du pays. Alors, je crois qu'en termes de solutions, puisque maintenant on a des acteurs qui s'intéressent à la question, parce que c'est une problématique qui traîne depuis longtemps, les données au Congo, nous devons effectivement
essayer de créer une synergie pour commencer à se réapproprier ces données-là. Que ce soit au niveau non gouvernemental, gouvernemental, mais il faut commencer quelque part. C'est-à-dire que moi, par exemple, je lancerai un appel aux médecins de la région de Kinshasa, mais commencer déjà à centraliser les données sur les aires de santé, les zones de santé de la ville-province de Kinshasa. Vous trouverez dans la communauté plein de monde qui s'y connaissent en technologie pour numériser ces données-là, pour les faire interroger par ChatGPT, créer nos agents en nous, pour qu'ils nous donnent vraiment le contenu congolais comme vous l'avez spécifié. C'est de même pour les maladies. Moi, j'ai travaillé dans le choléra, par exemple. On a les mêmes difficultés. Les données, elles proviennent bizarrement de Genève, alors que les cas se trouvent à Kinshasa et nous habitons à Kinshasa. On est vraiment dans... Bon, c'est un peu à l'image du pays, mais on peut faire quelque chose maintenant. On a suffisamment regroupé de techniciens, on maîtrise la technologie, c'est faisable. Il faut juste commencer quelque part. Magnifique comme Voilà. réponse. Est-ce que le docteur Kanda est comblé maintenant? Ben oui, je suis comblé par les réponses et ces ajouts. Et je crois que c'est le constat est réel. On va faire avec jusqu'à ce on va être autonome numériquement. Voilà. Ouais. Et je donne la parole à notre humanitaire, Olivier Engaki, dans la salle. À toi la parole, Olivier. Bonjour Ferdinand. Merci beaucoup à Dr Didier. J'ai pris un peu la présentation à court, mais dans les dernières discussions, Ferdinand, tu as soulevé un point sur la souveraineté numérique. Alka et moi avions travaillé depuis plusieurs années avec notamment les Nations Unies. On voit que certaines données, au lieu que ce sont les données du pays. Et moi, j'ai été toujours sidéré lorsque, par exemple, une organisation, peut-être docteur Edouard peut connaître en cas, certains partenaires qui ça c'est ma zone de santé, ça c'est ma et donc toute information qui sort de cette zone qui est attribuée, ce n'est pas la zone de santé d'un partenaire, c'est la zone de santé du pays. Je donnais juste cet exemple pour parler des autres pays qui travaillent actuellement. Bon, Al qui était avec moi au Mali, au Burkina par exemple, aujourd'hui, toute publication de et l'État est clair à ce sujet-là. Vous ne pouvez pas, ou que vous soyez publié au niveau des chiffres, que ce soit les chiffres des personnes déplacées, les chiffres de... Vous ne pouvez pas et les si vous n'avez pas l'aval de la part des autorités. Et donc, cette question de la souveraineté numérique, ça devrait nous interpeller. Didier le disait, hein, les plaidoyers, c'est nous tous qui devons le faire dans tous les niveaux que nous pouvons avoir. Sinon, le risque, c'est quoi? C'est qu'effectivement, toutes les bases de données qui sont soutenues par l'extérieur et le pays est géré de telle manière que ce dont nous avons besoin pour essayer d'avancer, on ne les a pas. J'ai beaucoup aimé dans l'intervention de Didier lorsqu'il disait il faudra donner les prompts à IA, mais il faut aussi, et c'est important. Sinon, on a des données biaisées, on a des éléments aussi qui sont générés de manière biaisée. Avec Ferdinand, tu te rappelles, on a fait des exercices avec toi ces week-ends où vous demandez qui génère une situation sur Bassin Koussou. Mais ce n'est vraiment pas ça qui sort. Donc, je crois que c'est une question capitale. Nous, il faudra que nous puissions mesurer la grandeur de l'ampleur de cette situation pour qu'on puisse déjà commencer à poser des petits actes, des petits gestes. C'est maintenant que ça doit se faire et n'est pas attendre. Sinon, la vitesse avec laquelle l'intelligence artificielle est en train de voler, on va être à la traîne et c'est assez dommage. Voilà un peu les éléments que tu avais voulu un peu ajouter sur les différentes interventions des uns et des autres. Ah ben, merci beaucoup, ça nous édifie énormément. Je suis content d'avoir des humanitaires dans la conférence d'aujourd'hui et des gens de terrain et des grands connaisseurs. En tout cas, je pense que Didier est ravi aussi. Et je lui redonne d'ailleurs la parole en attendant d'autres questions. Je suis hyper vraiment content de voir des interventions de taille et très utiles par rapport à notre pays, en tout cas les interventions d'Olivier et Ton volume a baissé, Didier.
tellement aimé. Très important. Mhm. Et bon, comme le docteur avait dit, nous devons agir parce que si nous laissons comme ça, ce sera difficile. Là, je suis en train d'essayer de faire. Vous m'attendez déjà bien? Je ne sais pas. J'ai encore un problème de volume. Non, non, c'est un Ça peu va? mieux, mais tu peux parler plus fort. Tu es prof aussi. Oui, ok. Je pense que ça va déjà pour le moment. Donc, Mhm. je disais ceci, nous devons essayer de faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Moi, je suis en train d'essayer de faire une prédiction de boule au niveau du Congo. J'ai du mal à avoir le coordonnées géographique des régions spécifiques. Tu vois un peu? Pour que ça marche, je dois avoir le coordonnées géographique, latitude et la longitude spécifique de telle ou telle autre région. Même dans le Google Maps, tu peux en avoir, mais ça ne peut pas être vraiment de région précise que tu en as besoin. Quand tu projettes, tu vois que non. Quand tu vois que j'ai pris ça. Mais quand je projette, ça ne donne pas vraiment effectivement la région que j'ai besoin. C'est peut-être approximatif. Et par rapport au traitement ou à l'analyse des données, ça peut être biaisé à la fin parce que tu n'as pas eu des, parce que tu n'as pas eu des données qu'il faut. Et nous avons ces problèmes-là, on ne disponibilise pas. Je n'ai pas, par exemple, l'argent pour envoyer des gens dans des milieux spécifiques avec le GPS pour essayer de récolter les coordonnées géographiques là. C'est un peu difficile et on ne disponibilise pas ça. Je pense que si on se met, par exemple, nous tous, comme le docteur Kad avait dit, si on agit, peut-être petit à petit, on pourrait trouver une solution en commençant domaine par domaine et on sera propriétaire de nos propres données. Exactement. Alors, est-ce que tu peux juste finir la démonstration pour le paramétrage de ChatGPT et puis on passe à d'autres questions? Oui, je vais prendre. Ok, j'avais déjà changé la langue. Je pars ici dans personnaliser. Donc, il faut maintenant personnaliser ChatGPT. Maintenant, ici, en descendant personnaliser, faire. Je dois ajouter quelque chose ici à la fin. Oui. Maintenant, ici, quel est ton style? Et ici, ChatGPT te demande quel est le style que tu dois adopter. C'est toi qui lui imposes le style que tu dois adopter. Comme j'avais dit, si tu es médecin, tu dis que moi je suis médecin, je travaille dans ceci. Tu dois plutôt faire ceci lorsque tu me réponds. Ici, bon, pour de quoi, tu dois commencer qui te demande que faites-vous, bon, comment ChatGPT doit-il s'adresser à vous? Donc, tu te donnes un nom, tu dis par exemple, ChatGPT, tu dois m'appeler Didier, ou bien tu mets juste un nom. Donc, c'est pour l'aider à personnaliser. Et tu peux dire, ici, tu peux dire qu'est-ce que tu fais dans la vie. Tu es pharmacien, tu es docteur, tu es humanitaire et consort. Ceci donne à ChatGPT le moyen de te répondre. À la fin, tu lui dis comment il doit te répondre. Ici, je ne vais pas écrire beaucoup de choses. Je lui dis juste quelque chose de petit. Ne réponds pas. Ne réponds pas pour me satisfaire. Si tu ne connais pas quelque chose, dis que tu ne connais pas. Mais tu peux mettre aussi même un peu de détails. Si j'ai juste mis pour la raison de la cause, pour qu'on ne puisse pas, parce qu'il y a aussi deux ou trois tout ce que je donne pour qu'on ne puisse pas faire longtemps. Et ça, c'est Ici, seulement dans la dans version service, payante ou bien dans la version gratuite aussi? je ne sais pas s'il y a dans la version gratuite, mais tu peux personnaliser, même dans la version gratuite, je pense que tu peux personnaliser. Je ne sais pas, mais je pense. Je ne sais pas, Moi, mais je je pense pense. oui. Quoique c'est limité à quelques heures par jour. J'ai utilisé la version gratuite il y a longtemps, depuis 2024.
Je ne sais pas s'il y en a. Bon. Moi, je pense qu'il y en a, mais tu es limité dans tes requêtes par jour. Ah, mais j'ai aussi une version gratuite ici. Je vais essayer. Je n'utilise pas vraiment, mais j'en ai. Si on a le temps, on va voir ça s'il y en a. J'en ai. Je vais voir. Ok, j'enregistre. J'enregistre. J'ai personnalisé mon chat GPT. Et tu vas lui reposer la même question sur ton père. Exactement. Et puis, je vais commencer. Bon, je prends. Un new chat. Oui, je lui dis salut. Salut. Je vais voir s'il a retenu mon nom. Tu vois, il me dit salut Didier. Parce que je venais de lui dire que moi, c'est Didier. Donc, j'ai personnalisé. Il me dit directement salut Didier. Alors, je crois, je vais lui poser la question de savoir s'il connaît le papa de Didier Lombo. Tellement, comme j'avais commencé avec Didier Lombo, je pense que je dois commencer avec Didier parce qu'ici, il a déjà saturé cette mémoire. Je vais juste te dire Didier. Juste Didier. Ou mon papa, comme il te connaît déjà. Et il me dira, est-ce que tu peux me donner son nom et consort? Est-ce que tu connais mon papa? Non. Voilà. Je ne connais pas ton papa. Parce que je viens déjà dire, ce que tu ne connais pas, ne dis pas. Ce que tu ne connais pas. Et là, ChatGPT est déjà paramétré. Il aura du mal à commencer à t'inventer, parce que ChatGPT a la capacité de t'inventer des réponses. Alors, il est toujours préférable que tu puisses le paramétrer. Dès que tu le paramètres, c'est déjà OK. Tu peux faire ce que tu veux. Bon, il y a certaines choses qu'on ne peut pas tirer à la longueur. Bon, ici, comme j'avais dit, il y a mot d'agent. Ici, j'avais dit que tu peux créer ton agent, essayer de rester. Je ne sais pas si on peut passer le temps sur ça, mais je voulais. Il y a recherche approfondie aussi. Oh, oui. Tu sais que si tu as besoin d'une recherche approfondie, essaye de cliquer là-bas. Dès que tu demandes quelque chose, ça sera différent lorsque tu mets recherche approfondie. Et recherche approfondie, si ça applique beaucoup plus sur Perplexity. Si tu poses, je vais montrer ça. Si tu poses une question, lorsque tu lui dis deep research, de faire la recherche approfondie, il va aller vraiment dans une recherche approfondie. Et si tu ne lui dis pas, il va se limiter là-bas. Il y a aussi ça. Et ici, avec la recherche approfondie, il peut même aussi générer. Comme j'avais dit, tu peux connecter ton chat GPT avec ton calendrier, avec le bord. Tu peux aussi connecter avec ta boîte email, le consort ici. Je ne vais pas m'attarder. Il y a d'autres éléments du consort. Il y a quelque chose aussi ici. Je vais voir. J'ai montré image, utiliser connecteur. Bon, l'utilisation des connecteurs ici, je ne sais pas si vous savez ça, celui-ci t'aide à essayer de... Lorsque tu poses la question à ChatGPT, lorsque tu cliques l'utilisation des connecteurs, ChatGPT va t'ouvrir les étapes de la biologie. Il donne des choses comme ça. Mais je voulais montrer comment je peux utiliser les connecteurs. Attends, je vais dire quelque chose là. Plutôt aux étapes de démarrage. Bon, historique. Je prends historique parce que je voulais montrer quelque chose sur le connecteur. OK. Puis, on va créer le connecteur. Je ne sais pas que souvent, quand tu cliques sur le connecteur, il va essayer de te créer 2 ou 3 pages
celui-ci se limite sur le point 1, celui-ci va sur le point 2, il va aller graduellement comme ça, sur le point 2 et comme ça. Ça ne m'a pas fait ici, et pourtant j'avais essayé ça. Donc ça te donne l'occasion d'avoir plusieurs pages par rapport à quoi, bon, ça ne m'a pas donné, mais je ne pense pas qu'on peut s'attarder sur ça parce qu'il y a beaucoup. Bon, il y a aussi l'historique. Beaucoup de gens n'utilisent pas cet historique ici. Ici, ça t'aide à recommencer. Tu avais traité un sujet déjà avant. Il y a des titres là, ça peut t'aider. Au lieu de commencer un new subject, tu vas directement là-bas, il peut t'aider. Donc, il y a des titres là-bas. L'historique aussi, c'est un peu bien pour t'aider à faire, à reprendre là où tu as laissé hier et consorts. Bon, il y a beaucoup plus d'options, l'humanisation et consorts. Bon, AI Humanize ici, celui-ci ne fonctionne pas vraiment bien, comme tu peux faire dans d'autres tools. Mais il y a par exemple ceci, beaucoup de gens ne l'utilisent pas sur ChatGPT. Moi, je l'utilise. Tu viens ici, tu cliques sur GPT. Tu vas voir ici, il y a des rubriques un peu particulières. Write for me. Quand tu es dans Write for me, la réponse qu'il va donner, ça sera très différente que lorsque tu as demandé quelque chose seulement lorsque tu étais dans l'interface normale. Moi, je l'utilise par exemple sur Analyze. Quand je vais faire l'analyse des données, je clique ici sur Data Analyze. Ici, ça traite mieux que si tu utilisais l'interface. Donc, quand tu cliques déjà Data Analyze, tu prédisposes ChatGPT à lui dire que tu veux traiter les données. Et ChatGPT, lorsque tu lui poses la question, lorsque tu es en train de faire, il ira directement dans l'analyse des données. Donc, tu lui prédisposes déjà à te répondre par rapport à ce que tu veux. Bon, il y a beaucoup de choses ici que tu peux faire avec, un peu particulier, quoi. Même pour la production de la génération de photos, même génération de vidéos. Quand tu cliques ici, c'est différent lorsque tu travailles avec le quoi normal, même pour la présentation. Je ne vais pas vraiment m'attarder sur ça. Je voulais juste vous montrer qu'il y a une place ici, il y a éducation. Donc, tu peux aussi utiliser ça pour des réponses un peu particulières. Les gens qui font le droit, ici, quand tu cliques ici, ça donne un peu des réponses très particulières en droit par rapport si tu posais la question normale dans l'interface normale du ChatGPT. Je pense que c'était juste ça que je voulais peut-être essayer de vous dire par rapport à ChatGPT. Il n'y a pas beaucoup de choses vraiment. C'était ça. Et je ne sais pas si, bon, je pense parce que moi, je n'aime pas l'histoire qui traîne longtemps. Passons plutôt au défi de la recherche scientifique. OK. Alors, quels sont selon vous les principaux défis que rencontrent les chercheurs africains lorsqu'ils rédigent des articles scientifiques ou des thèses? OK. Je pense bien que déjà au début de cette réunion, on avait déjà évoqué les défis. On a déjà parlé de ça. Le premier défi, c'est dans la data. Donc, les données. Ça, c'est vraiment très majeur. Beaucoup de chercheurs africains rencontrent ce problème-là dans le data. Ça, c'est le premier défi qu'on a, avoir des données. Et tu sais que la collection des données demande beaucoup d'argent. Et si aujourd'hui, des entreprises comme Facebook, beaucoup d'autres entreprises sur les réseaux sociaux, s'ils ont beaucoup plus d'argent, ce n'est pas seulement ce que les gens payent sur le publicité qu'on sort, c'est aussi parce qu'ils vendent nos données. Tout ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, ils prennent ça pour constituer une base de données. Par exemple, comme aux États-Unis, on peut influencer le vote des gens par les réseaux sociaux. C'est-à-dire, Trump, il sait qu'il y a campagne, il achète vos données sur Facebook. On sait par exemple que non, à partir de tes clics, de tes interventions, en tout cas Didier, sa tendance est de voter, de ne pas voter Trump. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? On va commencer sur ton feed, on va commencer juste à te proposer des choses
qui parlent du mal de l'autre candidat. Donc, sur ton feed, sur Facebook, tu ne verras que des choses qui parlent du mal de l'autre candidat. Et tu ne verras que des choses qui parlent du bien de Trump. C'est comme ça qu'on influence les choses. On a un problème de données. Nous-mêmes, on n'a pas nos données à nous et les gens peuvent essayer de blaguer avec nous parce que ce sont eux qui détiennent vos données et ils peuvent le faire. Quoi. Le premier défi, c'est le défi des données, de la collecte des données. On a une difficulté si on fait agir. Le second défi par rapport à la recherche, nous avons aussi un problème d'analyse. Je trouve souvent un peu drôle les gens ne prennent pas le temps. Si tu ne connais pas faire une analyse, tu cherches des gens qui connaissent pour le faire. Et des gens peut-être qui font des analyses biaisées parce que de la base, ils ne savent pas comment faire cette analyse-là ou ils sont partis chez une personne qui ne connaît pas. Moi-même, je vous dis, personnellement, j'avais mon mémoire de G3. Lorsque je suis arrivé en deuxième licence, j'ai vu que j'avais fait des erreurs sur les analyses de mes données et mes conclusions étaient biaisées parce que j'ai commis une erreur sur l'analyse des données. Mais j'avais fini quand même les études. Je suis parti me rendre compte en deuxième licence. Je ne pouvais plus corriger ça. On a aussi ça. Et si tu ne connais pas analyser quelque chose, tu peux devoir chercher vraiment des gens qui connaissent. Moi, je pensais que je connaissais et pourtant, ce que j'avais fait, en tout cas, donc mon travail de G3, je le reconnais aujourd'hui. En tout cas, la conclusion est très biaisée parce que les analyses n'étaient pas bien faites. C'est un peu le deux plus grands défis qu'on a aujourd'hui. Et le défi minime, c'est lorsqu'on utilise l'intelligence artificielle dans la rédaction. J'avais déjà dit aux gens, l'intelligence artificielle ne doit pas remplacer votre intelligence. Donc aujourd'hui, tu peux, surtout les gens qui font dans la science sociale, tu peux juste ramasser un sujet. ChatGPT peut t'écrire de l'introduction jusqu'au quoi à la référence. Hein, et tu es là, tu te mets. Et pourtant, tout ce qui t'a produit là, c'est pas vrai. Il faut utiliser l'intelligence pour surmonter ce défi-là, pour ne pas être on t'attrape dans le plagiarisme. Il faut surmonter ça en essayant de mettre les bons points. Peut-être que je vais partager certains points à la fin ici, ou bien je vais vous envoyer ça, vous pouvez mettre ça à la disposition des gens. Ça peut aider telle ou telle chose, mettre vraiment des comptes précis pour t'aider à avoir de bons résultats. Et à la fin, j'ai toujours dit, à la fin, tu dois lire toi-même et comprendre ce que l'intelligence artificielle a donné, c'est vrai ou faux. Et pour rester dans le même circuit, dans votre parcours, est-ce que vous vous souvenez d'un obstacle particulier que vous avez réussi à surmonter grâce à la rigueur méthodologique ou à l'appui des outils numériques? Effectivement, j'ai eu des problèmes. Si aujourd'hui, c'est ma 7e année en Chine et ma 6e année dans la thèse, c'est parce que j'ai rencontré des problèmes au début. Je suis arrivé en Chine, on m'a mis dans un laboratoire. Arrivé là-bas, on me dit, j'arrive comme ça, le prof me dit, bon, dans mon laboratoire, nous travaillons avec Anaconda et dans l'interface, nous utilisons Python au lieu d'utiliser Spider. Moi-même, je me mets. J'ai quitté le pays, jamais entendu. Oh, Anaconda, Python, Spider, jamais entendu. Je suis complètement, je me dis, je suis où? Mais je faisais semblant comme si je comprenais, mais j'avais jamais entendu ça. Je viens dans un laboratoire, dans un domaine, dans des histoires que je ne connais absolument pas. Alors, il m'a dit, OK, si tu ne connais pas, il y a tes collègues là-bas, tu peux leur poser la question et tout ça. J'avais un Éthiopien, quand même, j'ai dit, ah, celui-ci, quand même, c'est un noir, je vais poser la question et tout ça. J'arrive, je pose la question, et hey, le gars là me dit, comment toi, un piège, si tu ne connais pas ça? Très honteux. Je me dis, ah, mon Dieu, je ne sais pas ce que je peux faire alors. J'arrive, parce que tu dois d'abord connaître même un peu. Moi, j'arrive un jour, la chinoise devait me montrer quelque chose. Elle me dit non, tu download Anaconda. Elle m'a dit,
Lorsque je lui ai dit seulement, je ne sais même pas par quel lien je vais dans l'ordre de ma faute. Ah, quand tu as arrivé jusqu'à être piège, je dis, mais je ne connais même pas comment je peux dans l'ordre de ma faute. C'était la honte de ma vie. Je me suis dit, ah, je m'en plus. Je suis resté recroquevillé à moi-même. J'ai commencé à faire des recherches par moi-même. Bon, ça m'a aussi poussé. J'ai fait presque 2 ans. Si je n'ai pas payé pour m'enseigner Python, j'ai payé même déjà. Un jour, je lis un article bien là, c'est un Pakistanais qui a écrit, il parlait sur la prédiction et consort. Il y a un mec qui, donc, la méthodologie qu'il a utilisée là-bas sur Python. Très kiffé, j'ai aimé, j'ai appelé le gars, j'ai dit non, je l'ai écrit, non, mon gars, montre-moi ceci que tu as fait. Il m'a dit non, sans problème, je vais te montrer, mais tu dois me payer. Il m'a demandé $300. Je lui ai envoyé les $300. J'étais avec mon ami. Non, le gars m'envoie le lien YouTube. Moi, je dis, toi, tu es bête. Toi, tu pensais que si c'était pour le lien YouTube, moi, je devrais aller là-bas. Le gars vous a consommé. Lui-même, il ne connaît rien. C'est comme si on l'a fait pour lui. Il m'envoie un lien YouTube. En tout cas, j'ai commencé à me battre pour essayer moi-même. Lien YouTube, demander les gens et pour connaître ce que je suis aujourd'hui. J'ai fait 2 ans. J'avais même honte d'aller au niveau du labo parce qu'on me voyait comme si on était dit qu'il ne connaît pas. Et pourtant, moi, je suis venu au Congo avec un autre système. Arrivé ici, c'est un autre système. C'était un peu ça. Mais je suis parvenu quand même, dans un travail dur, acharné. J'ai combiné de l'argent, j'ai combiné moi-même sur YouTube, sur des papiers, je lis. Et aujourd'hui, je peux utiliser Python, je peux utiliser tous les 2 interfaces. Je peux utiliser Anaconda, sinon je peux utiliser Spider. Bon, dans Anaconda, parce que tous qui sont là dans Anaconda, j'utilise Python, Spider. Je peux utiliser R aujourd'hui sans problème. Et avec l'avènement de l'intelligence artificielle, c'est venu encore de faciliter la tâche. Et je fais donc, j'ai réduit le temps de travail pour travailler sur un peu ça. Ok, super. Et si on parle de l'apport de l'IA dans la rédaction scientifique, comment éviter que l'usage de l'IA ne devienne une facilité qui affaiblit la rigueur scientifique? Je ne sais pas, je crois avoir dit, vous savez, je vais chercher le travail d'une fille espagnole. Attends, je vais juste mettre ce que j'avais écrit pour ça. Parce que des fois, l'intelligence artificielle nous rend maintenant un peu, qu'est-ce que je peux dire, réduit tellement notre intelligence que les gens s'y adonnent vraiment à tel enseigne d'oublier que c'est juste de l'intelligence artificielle. Ce qui te donne là, ce n'est pas totalement vrai. Tu dois mettre ton intelligence dedans. Et je ne sais pas si tu étais dans la conférence, j'avais dit que moi je suis fainéant et c'est alors que les gens m'ont dit tu es venu faire l'apologie du fainéant ici et consort. Mais les gens ne m'ont pas compris. J'avais dit un fainéant, c'est celui qui est capable de résoudre certaines tâches. Moi, je dis par exemple, la personne qui a créé l'ascenseur, c'est un fainéant qui a vu qu'en tout cas utiliser les escaliers, c'est un peu dire laisse-moi réfléchir comment créer l'ascenseur. Et c'est un fainéant qui a créé la machine à laver. Parce qu'il laver avec le main, moi je l'appelle fainéant. Il a travaillé, il a dit que ça, en tout cas, je peux le faire comme ça. Et c'est dans ce sens-là. Alors, les gens aujourd'hui, au lieu de travailler, vraiment pour éviter de tomber plus bas. Parce que si tu tombes sur quelqu'un comme moi, j'utilise l'intelligence artificielle quotidiennement dans des travaux scientifiques, je corrige les articles, ça ne me demande même pas 1 minute. En voyant seulement ton travail, comme ça, je dis que ça a été généré par l'intelligence artificielle. Et c'est un piège, parce que j'ai le droit de rejeter ton article. Je peux dire que je rejette parce que tout le travail a été écrit par l'intelligence artificielle. Alors, nous devons éviter cela, essayer d'utiliser notre intelligence pour résoudre certains problèmes, pour qu'on ne puisse pas tomber dans ça. Nous devons aussi utiliser notre intelligence. J'avais dit, je vais essayer de montrer, attendez, je vais vous montrer quelque chose
cet article-là et je vais vous montrer où il y a eu des problèmes. Je ne sais pas si je peux cacher parce que nous avons obligation de cacher. Je ne vais pas quand même montrer même son nom. Nous avons cette obligation-là de cacher le nom. Bon, pas une autre question. En attendant, je suis en train de voir comment cacher ces. Ok, essaie de trouver le modèle que tu viens de montrer. Je vois dans le chat Jeanne qui a demandé comment faire pour que la base de données des RDC soit accessible à l'IA. Qui devrait intervenir? Quelles institutions officielles? Ça même, je pense que le docteur Kang a fait répondre ça parce qu'il en a parlé même. Il peut juste nous dire ce qu'il a dit. Est-ce qu'il est toujours là? Oui, je le vois seulement là-bas. Docteur Kanda, est-ce que tu peux répondre à cette question dans le chat? Comment ça? La question, c'est comment faire pour que la base de données RDC soit accessible à l'IA? Qui devrait intervenir? Quelles institutions officielles? Ben, effectivement, il y a le ministère de NTIC. Le numérique, il est là. Je crois que c'est la personne attitrée qui peut aider le pays à connecter les données du pays à l'IA. Je crois que le ministère du numérique peut faire ça. OK. Parce que normalement, j'ai vu dans le plan, la publicité, même sur la RTNC, il y a trop d'émissions sur la digitalisation de la RDC, mais qui est théorique. Si vous passez dans plusieurs institutions, dans plusieurs ministères, vous trouverez par exemple, j'étais récemment dans le bureau de contentieux chez les gens des affaires foncières là. Mais vous trouvez le document éparpillé presque partout. Donc, des fois, qui vous donnent l'impression que ça, on ne peut même pas toucher pour traiter les cas. Mais cependant, ce sont les dossiers de chaque personne qui est venue dans ces. Donc, nous sommes, moi, je peux dire, nous sommes à la cheville de la digitalisation. On ne sait pas si il faudra vraiment de courage, et ce courage, c'est peut-être nous-mêmes. Nous-mêmes, vous, tous, si on s'implique, on sent que tout le monde a cette volonté, même les décideurs aussi pourront prendre des choses avec plus de sérieux. Sinon, c'est très compliqué. Absolument. Et j'en profite, pendant qu'on est en train de nous chercher quelque chose pour poser encore une autre question, pendant qu'on est en train de personnaliser ChatGPT. Par exemple, j'ai personnalisé ChatGPT comme étant un médecin. Mais cependant, je ne veux pas l'utiliser seulement comme médecin. Je peux l'utiliser comme un marketeur, je peux l'utiliser comme créateur de contenu publicitaire et d'autres. Dans ce cas-là, n'est-ce pas, ChatGPT sera un tout petit peu confus dans ses réponses. Ok, je vais donner la parole à Didier, après ça à Alka. Didier commence. Oui, exactement. ChatGPT sera un peu confus si tu l'attribues déjà printer. Alors, à chaque fois, si tu veux, tu peux toujours aller changer des personnages là-bas en personnalisant. Mais ça n'exclut pas, même si tu l'as personnalisé comme médecin, lorsque tu veux faire une tâche, par exemple, dans le marketing, il est bon de spécifier dans le prompt, de lui donner un rôle. Comme il n'a pas le rôle de marketeur, maintenant, dans le prompt, tu lui donnes ce rôle-là de marketeur, tu lui dis d'agir comme marketeur. Parce que lui, normalement, comme il est personnalisé comme médecin, si tu lui poses des questions, il aura tendance, même s'il va te répondre dans le marketing, mais il aura tendance à mettre, donc à faire tourner tout au niveau de médecin. Alors là, dans le prompt, il faut savoir comment vraiment spécifier et lui donner vraiment un prompt qui lui donne le rôle de marketeur. Ok, maintenant, Alka peut intervenir. Oui, en fait, c'était juste un petit commentaire sur la réponse du docteur. Donc, oui,
Moi, je dirais plutôt que le ministère de, comment on l'appelle encore, du numérique, voilà, ce n'est pas le seul acteur. Parce que souvent, nous commettons cette erreur de prendre un seul acteur alors qu'il gère, en fait, il doit y avoir une interaction de plusieurs. Donc, moi, je citerai le ministère du numérique, mais on ne doit pas oublier la recherche scientifique, donc l'enseignement supérieur. Et j'associerai aussi les secteurs qui dépendent directement de la recherche, notamment la direction des études au ministère de la Santé, parce que c'est eux qui seront impliqués pour les données santé. Au niveau de tout ce qui est population, la démographie, le ministère de l'Intérieur, il y va de la sécurité par rapport à la géographie et ainsi de suite. Donc, c'est plutôt des commissions qui doivent être mises sur place pour qu'il y ait un travail en continu de toute cette appropriation du contenu numérique de la RDC. Donc, c'était par rapport à qui devrait mettre en place ce mécanisme-là. Ça peut paraître lourd à mettre en place parce que dès qu'on parle ministre, on sait qu'ils ont des agendas qui sont super compliqués. Ils vont déléguer des conseillers parfois qui ne sont pas intéressés par la chose. Donc, mais il faut juste espérer qu'on puisse mettre en place un cadre, vu qu'on a décidé de mettre en place un ministère du numérique. S'ils comprennent bien les choses, parce que on peut aussi avoir un ministère pour cela, mais ils ne comprennent pas vraiment c'est quoi la mission qu'ils ont. Exactement. Voilà. Ok, Didier, je vois que tu partages déjà le document. Tu peux nous commenter ça? Vous avez les documents? Oui, on le voit déjà. Ah, vous voyez, moi je vous vois. Ok, vous voyez ces documents ici. Un instant. Pourquoi? Vous voyez, mais moi je ne vois pas où est ces documents. Oui, parce que ton écran est partagé présentement. On voit les abstracts. Oui, vous voyez, c'est abstract, même si moi je ne vois pas. Vous allez remarquer qu'il y a des petits tirets là-bas, de longs tirets. Et vérifiez bien. Il y a des. Dans le test là, il y a un peu de longs tirets là-bas. Et ces tirets-là, ce sont des tirets qui sont générés. Ça n'a aucun sens dans le test. Mais ce sont des tirets générés. C'est un travail qui n'a même pas été modifié un peu. Ça vient directement de l'intelligence artificielle. Vous voyez? Et dans son travail, c'était comme ça. C'était l'article que j'ai été le revieur il y a 2 semaines ici, j'ai corrigé. Et je pourrais même rejeter cet article parce qu'à l'œil vu, vous voyez déjà que l'article, c'est beaucoup, hein? Je ne vais pas seulement défiler pour vous montrer que c'est beaucoup, parce que l'article aussi n'a pas encore été publié, même si mon review, ça se trouve sur Web of Science, le review que j'ai fait, c'est public dans Web of Science, mais l'article n'a pas encore été publié. Donc, vous voyez que c'est une étudiante espagnole et elle est aussi PhD. Vous voyez que la personne, après le résumé, et après juste ce que l'intelligence artificielle lui a donné, elle a mis là-bas. Ce n'est même pas le résumé, il y a aussi d'autres parties là-bas. Alors, ce que je vais dire est que nous devons éviter cela dans les travaux scientifiques. Ça peut nous amener que nos travaux soient rejetés. J'ai été un peu clément. J'ai dit qu'elle doit, parce que le travail était authentique, les données étaient originales. Ce sont des données qu'ils ont faites. Et l'analyse a été très bonne. Mais dans la rédaction, la personne s'est servie de l'intelligence artificielle pour écrire sans pour autant savoir qu'on peut détecter ça facilement. Ok. C'était juste ça que je voulais montrer. OK, moi, je vais revenir à une question sur les jeunes chercheurs africains. Pensez-vous que les jeunes chercheurs africains peuvent, grâce à l'IA, combler le retard scientifique avec d'autres régions du monde? Oui, effectivement. En fait, des fois, nous nous négligeons. Moi, je vous dis franchement, nous nous négligeons en tant qu'Africains, nous nous négligeons par rapport à la formation que nous avons reçue même depuis le pays.
Moi, dans mon labo ici, il y a des étudiantes. Dernièrement, moi, j'ai encadré une étudiante italienne qui est venue ici dans le labo. Et elle était même surprise de voir comment moi je manipule l'intelligence artificielle. Elle ne savait même pas tous ces outils que je suis en train de dire ici. C'est moi qui lui ai appris à faire ceci, à faire cela. Et si la jeunesse africaine, le chercheur africain, s'adonne à utiliser l'intelligence artificielle à bon escient, nous allons rattraper le retard de la recherche. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'apprendre, comme j'ai dit, le codage pour faire un robot. Je peux vous donner des sites, tu peux parvenir à faire un robot, à construire un robot sans avoir fait le codage et consort. Aujourd'hui, ça existe. Si nous utilisons l'intelligence artificielle, nous pouvons même aller beaucoup plus loin que les autres. Parce qu'ils ont déjà mis beaucoup de choses qui peuvent nous aider à notre disposition. Même si on a un problème de nos données personnelles comme ça, mais on peut déjà rattraper, en moins d'années, on peut rattraper le retard peut-être que des pays qui ont fait 50 ans pour arriver là-bas. Nous, peut-être dans 10 ans ou 20 ans, on peut déjà arriver là-bas si nous utilisons l'intelligence artificielle intelligemment. Et toujours dans la même veine, quel conseil donnerez-vous à un étudiant qui souhaite commencer à utiliser l'IA pour rédiger ses travaux? Ok, merci bien. Le conseil que je vais donner ici à tout le chercheur, à tout celui qui veut utiliser l'IA, la première des choses à mettre en tête, c'est de savoir que l'IA ne fera pas tout pour toi. C'est impossible de se mettre en tête que l'IA fera tout pour toi. L'IA doit être là comme on utilisait Google. Donc, l'IA peut t'aider à faire des choses un peu beaucoup plus vite, mais l'IA ne fera pas tout pour toi. Alors, il faut savoir, la première des choses, il faut apprendre soi-même à avoir de bons prompts. Quels sont les prompts? Je vais peut-être mettre ça, vous pouvez mettre ça même dans le quoi. Je vais prendre, il y a d'autres prompts que je n'ai pas écrits, ce sont les autres qui ont écrit. J'ai pris seulement la capture d'écran. Et si tu prends seulement, tu mets ce prompt-là, et dès que tu poses la question, ça va être comme ça. Je vais disponibiliser certains prompts ici qui peuvent peut-être aider, ou bien peut-être les gens qui ont besoin d'autres prompts par rapport à tel ou tel autre peuvent commenter et écrire. On peut disponibiliser, on peut même mettre ça dans le commentaire. Parce qu'aujourd'hui, les gens, surtout chez nous en Afrique, on a tendance à cacher les choses. On n'est plus dans ce monde. Les gens, tu connais quelque chose, donc la personne cache, il ne veut pas montrer aux gens. Il faut savoir, aujourd'hui, ne pense pas que tu es le détenteur de tous les savoirs. Ce que tu connais aujourd'hui, plusieurs personnes connaissent ça. Ce que tu ne veux pas apprendre à quelqu'un aujourd'hui, tu peux l'apprendre chez une autre personne. Alors, je me dis, pourquoi cacher les choses? Tu vois? On peut être ouvert, on peut donner des prompts pour aider nos frères et sœurs, même si nous autres, il y a certaines formations que nous avons payé de l'argent pour, parce que la connaissance aussi, des fois, se paye. Mais il y a dans d'autres cas, on peut faire ça bénévolement, aider les gens à mettre des prompts. Mais je veux que les scientifiques qui veulent commencer à utiliser l'intelligence artificielle pour rédiger des travaux se mettent d'abord à tête que l'intelligence artificielle ne doit pas tout faire pour toi. Et puis, deuxièmement, avoir de bons prompts. Et le bon prompt, c'est savoir comment poser la question. Et aussi savoir, je pense que il y a le docteur Lafi Hakim, il a dit ça. L'intelligence artificielle ne te donne pas toujours des choses qui sont vraies. Ne pense pas que parce que ça vient de l'intelligence artificielle, c'est vrai. Il peut être aussi entraîné sur les fausses données. Parce qu'aujourd'hui, tu peux aussi induire l'intelligence artificielle dans l'erreur. Les données qui sont entraînées, ce sont des données qui sont fausses. Et la réponse que l'intelligence artificielle va te donner, c'est très fausse. Et de trois, il ne faut pas être collé à l'intelligence artificielle. Ça fait tuer. Je ne sais pas si vous avez suivi, il y a un enfant aux États-Unis qui s'est suicidé à cause de ChatGPT. Oui, oui. De poser des questions stupides. Il a commencé, oh non, ma famille ne m'aime pas, oh non, je veux me suicider. ChatGPT lui a donné même comment il peut se suicider. Tu vois un peu?
Il a dit, tu peux faire ceci et faire cela. Et les parents sont allés un jour, ils ont vu l'enfant s'est suicidé. Tu vois un peu? C'est notre ami, bien sûr, on peut parler avec lui, mais il faut savoir qu'est-ce qu'il faut lui dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas lui dire. Et c'est un peu ça. Et toujours dans le même ordre d'idée, quels conseils pratiques que vous pouvez donner aux étudiants et chercheurs? Quelles sont selon vous les meilleures pratiques pour rester original et éviter le plagiat tout en bénéficiant de l'aide de l'IA? Ok, l'originalité ici, comme j'avais dit, j'avais montré ce travail-là en connaissance de cause. La première des choses pour être original lorsque vous utilisez l'IA pour éviter le plagiarisme, je vais aussi partager un autre compte. Ce compte-là, d'abord, va t'aider à éviter le dash là, le tiret là un peu long là que ChatGPT produit. Et prochainement, ChatGPT ne te donnera plus les histoires avec le dash là. Il y a un compte pour ça. Je peux peut-être partager. C'est un peu long. Okay. Et puis, deuxièmement, quand tu poses la question à ChatGPT, aie toujours le temps de relire toi-même du début à la fin. Parce que tout ce qu'il peut te donner, ça ne peut pas être. Ça, c'est deux. Et puis, de trois, il faut toujours faire la comparaison de réponses. Comme moi, je fais toujours la comparaison. La même question, je le pose à ChatGPT, je le pose à Perplexity, je le pose aussi à Gemini. Maintenant, je fais la comparaison pour prendre le meilleur d'entre eux. Mais à part ça, il faut toujours ajouter ta petite touche qui montre que tu as quand même contribué. Parce que l'intelligence artificielle peut même te faire la discussion. Moi, par exemple, moi, j'ai mon style de discuter un travail. Alors, quand l'intelligence artificielle me donne ça, moi-même, j'essaye maintenant, je dis ça, ceci, cela. C'est-à-dire, premièrement, il faut savoir d'abord qu'est-ce qu'il faut lui donner comme compte. Deuxièmement, il faut comparer les réponses. Et puis, troisièmement, dernièrement, j'ai oublié, il faut aussi humaniser. Il faut avoir, bon, c'est un peu lourd et consort, mais vous pouvez utiliser GPT-0. C'est un peu gratuit, ça peut vous aider quand même à checker combien de pourcentage de l'IA c'est dans ton travail. Et après avoir utilisé GPT-0 pour checker, tu peux aussi utiliser pour humaniser. Il faut savoir comment utiliser les plateformes pour humaniser ton travail. À tel enseigne que même si ça passait dans les outils de checking, ça ne va pas détecter que le travail. Bon, ça peut détecter le pourcentage, parce que même les outils de plagiarisme qu'on utilisait avant, par exemple dans mon université, avant que ChatGPT ne soit là, on tolérait jusqu'à 18% de plagiarisme. Parce qu'un travail, tu ne peux pas écrire toi-même du tout. Il y a un seuil de tolérance de plagiarisme dans un travail. Et bon, c'est-à-dire que tu as pris des citations par-ci, par-là, mais ça ne doit pas dépasser 18%. Ça, c'est mon université. Il y a d'autres universités qui prennent jusqu'à 20 ou 25, mais il y a d'autres qui vont jusqu'à 10. Et le site les applications de checking que j'avais montré là, ça peut vous aider à checker le pourcentage de l'IA qui y a dans ton travail. Si c'est 5% ou 3%, c'est tolérable. Mais si on voit que l'IA, c'est déjà 50%, non. Comment un travail peut déjà avoir 50%? Alors, il faut aussi avoir ça. Mais je vais aussi dire aux gens qu'il y a lieu d'utiliser un seul compte payant même pour 10 personnes. Vous pouvez ne pas avoir l'argent. Vous pouvez payer un seul compte. Vous payez $20 le mois. Un compte, mais vous utilisez pour 10 personnes. Vous partagez juste le code. Chacun peut utiliser ça. Ça, c'est une façon de rentabiliser. Et quand vous êtes 10, c'est-à-dire que chacun peut payer $2 par mois. Ça réduit un peu les dépenses. Ou bien vous pouvez être même 20 personnes. Vous payez pour une application ou bien de plagiarisme ou bien de quoi. Si vous êtes 20 personnes, ça fait $1 par personne. C'est pas beaucoup. Et vous tous, vous pouvez utiliser le même compte. Mais il y a des limites. Non, si vous utilisez le ChatGPT payant, oui, il y a des limites, mais je ne pense pas que par jour, vous pouvez arriver jusqu'à plus de 300 questions. Parce que des fois, ça part jusqu'à
300 ou même 500 questions le jour. Parce que vous n'utilisez pas d'abord au même moment, tu vois. Quelqu'un peut utiliser aujourd'hui à 7 heures, l'autre peut utiliser à l'autre, là, c'est un peu différent. Et pour vraiment atteindre 500 questions par jour ou 300, ça sera un peu difficile. Mais ça peut quand même vous aider à utiliser. Les gens aujourd'hui font le commerce de ça ici en Chine. Lui-même achète, mais il vous vend ça. Mais aussi, il y a aussi des limites si vous utilisez le compte sur les documents téléchargés. Il y a une limite. Si vous tous vous lui soumettez beaucoup de documents à un certain moment, il va bloquer, il ne va plus accepter. À moins que vous utilisez la version de $200. Exactement. Il y a aussi des limites sur les documents. Oui, il y a aussi des limites sur les documents. Mais déjà, pour des simples chercheurs, je pense que c'est suffisant pour 20 personnes parce que vous ne pouvez pas utiliser au même moment à des heures différentes. Si ça se limite à 300 aujourd'hui et à 0 heure déjà, ça peut déjà commencer. Surtout si vous êtes par exemple dans des pays différents. L'autre est au Congo, l'autre est au Canada, l'autre est en Chine, il y a les fuseaux horaires. Ça peut vous aider tous à utiliser ça. Super astuce. Et comment peut-on suivre vos travaux ou bénéficier de vos conseils? Je pense bien que si dans la vidéo, vous pouvez mettre, vous pouvez m'écrire sur lombobaluma@gmail.com. Ça, c'est mon adresse email. Ou bien, je vais partager mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'écrire. Je ne suis pas le détenteur de tout. On peut juste échanger. Moi, j'appelle ça les échanges. C'est que peut-être ce que moi je ne connais pas, tu peux m'apporter. Et aujourd'hui, j'ai un peu appris aussi d'autres choses par rapport aux interventions de ceux qui ont intervenu ici. Et c'est comme ça. La vie, c'est l'éternel apprentissage. Donc, on fait pas juste des échanges. Ce que je connais, je peux vous montrer peut-être que vous aurez ce que vous connaissez. Absolument. Moi aussi, je peux bénéficier. C'est comme ça et puis on avance. Et en entendant d'autres questions des personnes qui sont dans la salle, je voudrais que vous puissiez adresser un mot de la fin pour les abonnés de la chaîne Expertise AI. Je suis vraiment content de passer sur cette chaîne et c'est une très bonne initiative. Et l'initiative est gratuite qui peut nous aider. Moi, j'ai eu à regarder beaucoup de vidéos là-bas, des interventions de quoi. J'ai appris aussi beaucoup de choses par rapport aux vidéos qui sont dans la chaîne. Et les gens peuvent s'abonner et activer toujours le code de notification. Et peut-être je peux encore revenir pour un autre title, c'est-à-dire pour un autre sujet, je peux toujours revenir. Et c'est quand même des choses qui sont gratuites. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup plus de plateformes anglophones, les gens se réunissent pour parler de ceci et pour ça. Nous-mêmes, on ne se réunit pas et puis on ne se donne pas cette pouce-là. Et c'est pour votre bien. Si vous êtes abonné ici et si vous suivez les vidéos, les différents sujets qui sont traités ici, surtout dans le cadre de l'intelligence artificielle, vous allez vraiment essayer d'augmenter votre connaissance. En tout cas, merci beaucoup, cher Didier. Moi, Boyoma, moi, Mboka, comme tu as écouté la chanson que j'ai faite avec Lia, c'est vraiment un honneur de t'avoir. Je vais vous faire des chansons facilement avec Lia. Lia, moi, ça va me tuer. Hein. Exactement. Donc, j'espère qu'on te reverra encore sur cette chaîne avec beaucoup de plaisir. Exactement. Moi-même, d'abord, je suis abonné et puis je suis même les autres intervenants ici. OK. Et moi-même, aujourd'hui même, pendant cette conférence, je me suis ressourcé même par les interventions des intervenants. Vous voyez, l'important, pas seulement d'abord de regarder la chaîne, de participer aussi en live. Vous pouvez poser des questions en live et essayer aussi d'apprendre même à partir des autres intervenants. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une autre question avant qu'on ne ferme pour aujourd'hui? Parce qu'il commence à être tard chez Didier. Il est minuit? Non, il est 22 heures. Bon, il n'est pas vraiment tard. Bon, demain, peut-être parce que je vais aller enseigner.
Mais il est 22 heures. Ce n'est pas OK. encore. Et nous, à Montréal, il est encore 10 heures du matin. Et à Kinshasa, il est 15 heures. Ouais, chez moi, il est 22 heures. En tout cas, pour ma part, j'ai fini. Je te remercie infiniment, mon frère. Et je vois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant. Et j'espère que les gens vont suivre en rediffusion. Et puis, s'il y a d'autres questions, ils vont les poser dans les commentaires de la vidéo qui sera publiée sur la chaîne YouTube. Non, je disais ceci, on voit d'autres. Quelqu'un le disait tout à l'heure dans la salle, hein, on est à la croisée des chemins. Et aujourd'hui, définitivement, l'IA, c'est un outil avec lequel il faudra absolument essayer d'avancer. Malheureusement, on voit d'autres chaînes où bon, je ne vais pas dire qu'on parle de futilité, avec on n'en fait pas beaucoup de publicité. Et comme tu le disais, Ferdinand, on a vraiment intérêt, et là, avec des formations, enfin, moi, je continue à apprendre hein, depuis que j'étais à la session de samedi. Aujourd'hui avec Didier, et puis j'ai suivi aussi quelques prestations que tu as fait avec d'autres éminents intervenants. Des ressources énormes. Avec toi, on a tenté, on a vu, Didier, juste pour que tu saches, avec une formation élémentaire sur IA ici à l'UQAM. Je ne vais pas donner le prix pour ne pas donner certaines idées, mais voilà, donc et ils comprennent que la science, il faut aller la chercher, il faut payer le prix. Et aujourd'hui, notre jeunesse n'est pas dans des choses, c'est vraiment, on devrait peut-être l'orienter vers notre jeunesse, démocratiser cet outil. Si on ne le fait pas, eh ben, ça va complètement nous avaler. Et c'est vraiment le moment, et il y a aussi tous les aspects éthiques pour lesquels d'ailleurs nous avions participé à la session de samedi. Didier, je crois que c'est aussi un élément qui va se positionner sur la question de l'éthique. Hein. J'ai entendu la question du docteur Edouard. Aujourd'hui, beaucoup de gens sur Google, je suis malade, qu'est-ce que je dois prendre comme médicament? Et donc, si ce n'est pas encadré, l'exemple que tu donnais de cet enfant qui se vient de se suicider, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a un réel risque. Moi, je pense que Ferdinand, tu es dans le, tu sais que ce qui est en train d'être fait, c'est bon. Ne minimisons pas le faible commencement, je vais le dire comme ça. Mais dans le prochain jour, on verra combien les gens vont venir sur cette plateforme, poser des questions, apprendre, partager leur expérience aussi, mais dans tout cela, que nous puissions arriver à capitaliser afin que nous ne serons pas dans la traîne. Sinon, on va complètement être bouffé par cette mastodonte qui arrive, et pourtant, c'est l'homme, hein, on parle de l'intelligence artificielle, l'intelligence humaine quand même devrait aussi essayer de pouvoir faire le contrepoids. Donc voilà un peu pour clôturer ces temps de cette réunion. On va peut-être le multiplier aussi sous d'autres formats, et aussi trouver aussi d'autres créneaux, disons, d'autres audiences. Ça vaut vraiment la peine de pouvoir continuer à parler de l'intelligence artificielle. Absolument. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle conclusion, Olivier. On est ensemble pour la suite et puis je vous souhaite une super journée partout où vous êtes. Bonne soirée ou bonne nuit en Chine.